Bonjour, bonsoir à tous, je suis Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show. En cette soirée du 16 novembre 2021, nous sommes en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Bonsoir Jérôme, j'espère que tu vas bien. Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien même. Bon, on est bien installés, hein. Installez-vous bien dans vos fauteuils, préparez-vous à nous écouter. Aujourd'hui, notre idée c'était de parler de jeux et de mangas, c'est-à-dire les jeux qui étaient en lien avec les mangas. Et vous allez très vite comprendre avec les trois franchises principales que tu vas citer bientôt. C'est ça, et donc au programme pour cette 12e émission, avec un Evan tout relax, et ben on vous parle nostalgie. Donc tout Pipé Blade, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, tous les souvenirs d'enfance. Ouais, tous les souvenirs d'enfance, et puis faut savoir que c'est des cartes qui sont aussi très prisées chez les adultes aujourd'hui. On va le voir au cours de l'émission, c'est encore des cartes qui sont jouées, et donc ça nous donne l'occasion de parler de ces jeux de cartes et de tous les autres produits dérivés qui continuent d'évoluer aujourd'hui. Il y a toujours cette notion de renouvellement, forcément, à travers ces franchises, vous allez voir, c'est très intéressant. Exactement, donc on va profiter de cette première rubrique qui va arriver pour parler de nos expériences d'enfance autour de ces jeux. Bon allez, on va vous mettre dans l'ambiance dès maintenant, et puis on se retrouve tout de suite après. C'est la carte que m'a donnée Pegasus. Je le sens. Au prix de 1000 de mes points de vie et du sacrifice indispensable de l'impitoyable gardien Zeith, je peux invoquer Critias, Hermocrate et Timée sous leur forme originelle. Les attaques lance-flammes de Dracofeu sont en train de faire fondre le terrain. Les Tortank sont nulle part où aller. Vas-y Dracofeu, soulève Tortank dans les airs. Allez Tortank, attaque morsure. Salut les bleeders, je m'appelle Dante Koryu et voici ma toupie S-Dragon Hyper Vitesse. Voilà, ça envoie du boudin. Ouais. Voilà, on dira pas que ce teaser a été monté bien à l'avance par rapport à l'émission, évidemment. Au moins 2 minutes avant, je pense. Au moins 2 minutes. Le Morio Show. Bon, alors tu jouais à des jeux de cartes, toi, à l'école ? Ouais, bah écoute, comment dire, les cartes Yu-Gi-Oh! C'est arrivé dans ma vie comme ça, là, d'un coup. Je pense que c'est parti d'un souvenir lointain encore, là. C'est parti de... Tu vois les petites presses, là, les trucs... où tu prends du tabac, où tu fais des jeux de cartes, où tu wastes ton argent. Et ben, en fait, il y avait des magazines à l'époque, et oui, ça existait. Il y avait des magazines qui parlaient de Yu-Gi-Oh! Et de plein d'autres choses aussi. Et en fait, dans ces magazines, tu avais à chaque fois, c'était, je sais plus, c'était tous les mois, un truc comme ça. Il y avait le magazine avec un booster de cartes Yu-Gi-Oh! Donc un booster, c'est un petit paquet, il y a genre 5-7 cartes. Et je sais honnêtement, ça fait partie, je pense, pour plein de gens, de tes gosses, tu sais pas pourquoi, mais tu prends le truc, peut-être parce qu'il y a genre le design, genre les caractères ou les trucs comme ça t'intéresse, et tu le prends au pif. Et t'es en... Ah mais ça a l'air trop bien et tout. Peut-être que je regardais l'animé, mais je m'en souviens même pas, tu vois, c'est tellement flou. Je sais pas pour toi si t'as des souvenirs aussi flous de jeux comme ça. Là tu parlais de Yu-Gi-Oh! Moi je regardais Yu-Gi-Oh! assez aléatoirement à la télévision, comme d'habitude pour ma part, avec mon frère. Et donc... c'est les cartes Yu-Gi-Oh! J'ai appris plus tard moi que ça existait en fait. Mon frère en avait, alors je pense qu'il a dû essayer de me faire jouer à une époque, mais ça m'avait pas marqué. Moi pour le coup, on y reviendra tout à l'heure, c'est surtout mon frère était surtout sur les cartes Magic, donc Magic n'a pas de manga, mais c'est un jeu de cartes, l'un des plus connus, l'un des plus gros jeux de cartes à jouer en duel comme ça. Et donc là, il m'en a fait faire des parties pour le coup. Mais c'est vrai que Yu-Gi-Oh! Beaucoup moins dans mes souvenirs.
Bah, Et puis, t'étais à la base, hein, parce que hmm, Yu-Gi-Oh, on en a parlé, c'est le jeu de cartes qui est tiré de Yu-Gi-Oh, ça a été influencé énormément par Magic. ouais, ouais, bah on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a un peu de Magic dans tout, dans tous les jeux de cartes comme ça qui sont faits parce qu'il y a, voilà, il y a un système qui a été repris avec cette logique d'invocation de monstres, de points de vie, d'attaque, défense. Mais c'est quand même très différent, heureusement. Mais alors, moi c'est surtout, pour te dire, voilà, Pokémon était peut-être plus marquant, mais parce que ça allait plus aussi de manière générale, peut-être. C'est tellement connu, etc. que voilà, j'ai peut-être plus retenu des épisodes, les épisodes de Pokémon à la télé que ceux de Yu-Gi-Oh par exemple. Ah ouais. Hmm. Ouais, moi ça. Pourtant, j'avais les cassettes Pokémon. Je les avais, hein, les OG cassettes sur les premiers épisodes. Et, et ouais, non, j'aimais bien, tu vois, mais je sais pas, je suis jamais allé plus loin. Et je crois que j'avais déjà le côté, je sais pas, le côté Jojo des personnages dans Yu-Gi-Oh, la stratégie, tu vois, qui m'intéressait trop. Ah ouais. Et en fait, ouais, j'ai directement joué comme ça. J'ai commencé à avoir quelques petites cartes et tout, puis après je suis allé à la grande récré pour prendre d'autres cartes. Et là, ça a commencé. Et je sais pas, en fait, c'est marrant, ça a dû venir par vague parce que bah, en même temps, il y a eu d'autres enfants autour de moi qui ont commencé aussi à jouer. Et du coup, c'est venu comme ça, quoi. Hmm. Bah moi, pas trop. Enfin, moi, c'est vrai que à l'école primaire, quoi, il y avait pas trop de gens qui jouaient, quoi. Je sais qu'il y en a qui traînaient avec des cartes, hein, évidemment, mais qui faisaient vraiment les jeux avec les règles ou quoi. J'ai pas. Il y en avait pas, en fait. Et pourtant, voilà, on pouvait très bien se ramener avec des cartes à l'école. Je me rappelle qu'à un moment, le truc que j'ai le plus noté, c'était les cartes de catch. Donc c'était purement cartes Ah à ouais. collectionner. Ouais, à un moment, il y a eu ça, là. Et tout le monde en avait un Mais peu. ouais, il y a eu une trend du Panini, les cartes Panini, là, Ouais, bah oui, c'est. avec toutes les coupes du monde et tout, là. Bien sûr. Bah, ça toujours, hein, Mais puisque alors, Panini fait même dans le One Piece maintenant. Donc, oui, je vois en ce moment. Mais alors, ouais, t'as évoqué le truc de ouais, il y a le droit et tout. Mais alors nous, on a eu vraiment parce qu'en fait, on a eu plusieurs trends et tout à l'époque, et puis à l'école. Et en fait, Yu-Gi-Oh, bah, ça a bien tenu parce que voilà, on était à fond. Euh, et bah, comme partout, c'est arrivé que une fois, il y a eu du vol ou des trucs comme ça. hmm. Et en fait, on avait beaucoup de maîtresses remplaçantes parce que notre main maîtresse, si je puis dire, était souvent en déplacement ou je sais pas quoi. Et je sais pas, il y en a une qui était vraiment, voilà, était insupportable. Et elle a fait. Alors j'ai entendu dire que quand j'étais pas là, il y avait des vols. Alors du coup, eh ben, comme je fais mon opinion là-dessus, eh ben, je vais dire qu'il n'y a plus le droit d'apporter ces cartes Ouais. à l'école. Et là, mec, à partir de ce moment-là, tu te dis, mais t'as plus le droit d'apporter tes cartes à l'école, donc ça veut dire que tu peux plus jouer en fait. Tu vois. Ouais, bah Et c'était les solutions radicales, quoi. Ouais, là, on s'est ligué et tout. Et en fait, on a fait ouais. un petit groupe et tout. Et en gros, on avait une ou deux maîtresses qui surveillaient, mais qui restaient toujours à peu près au même endroit. Mais des fois, qui allaient voir en fait dans un endroit, en mode c'était un Ouais. PNJ de jeu vidéo, tu vois. Et en fait, il y avait deux gens qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Dans un coin, et un autre qui montait la garde. Et donc on était vraiment en mode clandestin, et du coup c'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a certains épisodes de Yu-Gi-Oh! Où ça doit se passer comme ça, tu vois. Et donc en fait on a vraiment fait le truc des épisodes de Yu-Gi-Oh! On était clandestins et tout. Et on faisait ça à n'importe quelle époque. Genre je me rappelle, il y a des moments où il y avait tellement de vent qu'on mettait des pierres sur chacune de nos cartes parce que sinon ça s'envolait et tout. Ah ouais. Bah, c'est peut-être plus. Ça fait plus penser à du Beyblade pour le coup, vu l'âge des protagonistes dans la série originale. Genre, c'est quand Ouais. même plus école primaire.
Et genre tu joues comme ça au coin de la rue comme ça. Mais vous avez carrément fait ça avec Yu-Gi-Oh quoi, genre. Et ça c'est intéressant parce que vous étiez presque des persos de cartoon. Vous auriez même pu aller jusqu'au bureau du directeur. Pour reprendre les cartes. Ouais. Mais du coup, t'as pas du tout fait de jeu dans ce style-là à l'école? À l'école, non. Mais j'ai fait avec mon frère. Avec ton frère, et t'avais pas... C'était les parties... c'était souvent quand on partait en vacances, parce que en fait, il y avait cette habitude-là d'être chez nous, chacun dans notre chambre, dans la maison parentale. Et puis, donc bien sûr, quand j'étais gosse, il a joué plein de trucs avec moi, mais jouait quoi. Mais pour ce qui concerne ses parties à lui, donc ses parties de Magic, et parfois d'autres petits jeux, il m'avait aussi montré le jeu Pokémon, parce qu'on avait un deck ou deux, donc c'était un autre système, hein, parce que Pokémon se joue aussi, hein, c'est pas que de la collection et du trading. Ouais. Et donc ça, on faisait ça souvent quand on était soit chez nos grands-parents ou quelque chose comme ça. On faisait une partie sur le lit en général, voilà, c'était confort maximum. Sur le lit, sans plateau ou quoi. Et assis en tailleur, et puis voilà quoi. Et donc c'était plutôt Magic. Et j'avais pas l'esprit de stratégie. C'est venu beaucoup plus tard en fait. Ouais. C'est-à-dire que Magic, les stratégies qui concernent Magic, les stratégies de base, hein, de faire ceci ou cela, voilà, pour un mécanisme qui fonctionne bien, bah, en fait, je les ai appris assez récemment, voilà, et du coup, je trouve ça c'est assez marrant, quoi. J'étais pas dedans en fait quand j'étais enfant. Ah ouais. Par contre, peut-être parce que tu jouais avec ton frère aussi. Par contre, j'avais un ami, et à un moment, mais genre tard, hein, on était peut-être proche du collège, je pense. Et il s'est ramené avec des toupies Beyblade, et là je sais pas, ça a duré quelques mois, hein, pas beaucoup. On s'est mis à fond sur les Beyblades. Et il avait un stadium et tout chez lui. Moi j'avais juste peut-être une ou deux toupies, mais lui, voilà, à un moment, il était vraiment rentré à fond là-dedans. Et comme il habitait littéralement à 3 minutes de chez moi, en fait, c'était souvent l'habitude comme ça, soit le week-end, soit le soir, je passais chez lui, en fait, et on faisait toutes sortes de choses. Et il y a eu cette période Beyblade à un moment. Et tu sais que mes premières vidéos YouTube, ma première chaîne, c'en était une autre à l'époque, et je sais pas, je l'avais supprimée au lieu de juste de supprimer les vidéos. C'était des vidéos de Beyblade. Ah ouais? Avec un stadium tout défoncé. Mais non. Et même à l'époque, j'en avais un peu honte d'avoir fait ça. Mais je sais pas, j'ai eu plusieurs trends comme ça où j'avais envie de me remettre à Beyblade. Même en étant genre... je sais pas, genre au fin de collège, tu vois. Je m'y suis remis à un moment. Et je trouvais ça trop cool. Et le truc, c'est que... Le problème, c'est que Beyblade, tu vois, fin de collège... en fait, j'y jouais tout seul. Mais je sais pas, j'étais trop à fond. En fait, comme j'ai pas de frères et sœurs, il y a beaucoup de choses comme ça où j'ai joué tout seul. Et notamment, Yu-Gi-Oh! J'ai fait énormément de duels contre moi-même pour tester mes decks et tout. Parce que t'es pas tout le temps à droite à gauche, quoi. Et comme quoi. Bah ouais, et en plus, souvent, je me surprenais moi-même, genre, quand je me faisais des twists et tout en mode animé, parce qu'en fait, t'oublies au bout d'un moment quand tu fais deux stratégies en parallèle, et du coup, j'étais genre, oh, mais j'avais ça et tout, et c'était vraiment le vrai retournement de situation. Mais ouais, alors Beyblade, il y a eu aussi quand même la première fois, c'était à l'école primaire aussi, et je me rappelle qu'on jouait dans des poubelles. C'est le seul truc que je me rappelle, c'est qu'on avait une poubelle en plastique et qu'on lançait les Beyblades dedans. C'est incroyable, des poubelles quoi. C'était trop schlag quoi, genre quand on était vraiment délinquants quoi. Ah bah moi qui pensais tout connaître de tes activités sur YouTube passées et tout, du FZ. Bah, je te propose qu'on parle, qu'on transitionne vers notre analyse un petit peu, voilà, de ces trois franchises, hein, que sont Yu-Gi-Oh, Pokémon
et Beyblade, hein, on va pouvoir un petit peu élaguer, on va pouvoir un peu découvrir qu'est-ce que ça donnait en fait un shonen assez particulier de ce type-là. C'est parti quoi. Moryu Show. Le Moryu Show. Donc si on a voulu parler de ces 3 franchises aujourd'hui, c'est en fait tout simplement parce qu'elles partagent un rapport particulier avec le monde du jeu et avec pas seulement dans les récits qui appartiennent à ces animés-là ou à ces mangas, mais dans les formes qu'elles prennent dans notre réalité. On en a parlé, ce sont les véritables jeux de cartes. Pokémon, c'est d'abord un jeu vidéo créé par Satoshi Tajiri et qui est sorti en 1996, et ça a connu en parallèle en fait de nombreuses déclinaisons qui sont tout autant issues du succès de la franchise qu'elles y ont contribué en fait. Le développement de suites aux jeux vidéo avec de nouvelles versions, la série ultra célèbre qui retrace l'histoire de Sacha, le jeune garçon du Bourg-Palette, et puis les cartes à collectionner et à jouer qui sont arrivées aussi très vite. Ça a lancé une sorte de boucle qui est encore en place aujourd'hui et qui fait que on a encore des enfants qui en trépignent d'excitation sur Pokémon aujourd'hui, et encore, ça se renouvelle tout le temps. Ensuite, on a Kazuki Takahashi, c'est l'auteur de Yu-Gi-Oh!, qui a été publié donc d'abord chez le Weekly Shonen Jump en manga entre 1996 et 2004. Donc on va voir qu'il y a aussi un côté vachement générationnel aux joueurs de Yu-Gi-Oh! D'aujourd'hui. Et donc il s'était inspiré du jeu de cartes qui était déjà très répandu, Magic, The Gathering. Et il a inventé son nouveau système en le faisant vivre d'abord à travers son récit, avec la bande de Yugi et ses amis. Et le jeu sort également de la fiction, puisque après il se matérialise en un véritable jeu de cartes qui fonctionne en duel, avec un système cohérent et puis un fort potentiel de combat stratégique. Donc son succès le place aujourd'hui aux côtés de Magic sur les plateaux de duel. Et puis il y a Beyblade, manga créé en 1999 par Takao Aoki. Et cette fois, c'est un manga qui imagine une pratique de combat de toupies, ce qui est déjà assez original. Et ça va très vite faire apparaître dans les rayons des magasins les fameuses toupies Beyblade avec tout un système de personnalisation des différentes parties de la toupie, et puis des vrais stadiums et des engins de lancer qui permettent de faire tourner la toupie. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde des jeux de cartes dont on a parlé tout à l'heure, donc il existe les 3 jeux Pokémon, Magic et Yu-Gi-Oh! Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 3 grands jeux à succès, 2 d'entre eux sont japonais. Donc voilà, c'est intéressant. On va pouvoir parler de ce qu'est le shonen, cette recette de shonen particulière là dans ces animés, parce que on n'est pas encore on n'est plus dans le shonen des mangas. On est sur peut-être des cibles différentes et qui vont apporter des choses peut-être plus liées à l'enfance. Effectivement, on en a parlé, donc. Ouais, c'est pas la même cible. Ouais. Directement. C'est bien plus jeune, et puis on va pas se cacher, il y a quand même le tiers au moins les 3/4 de ce que tu as cité. À la base, c'est quand même pour vendre des choses. C'est quand même un potentiel assez grand, quoi. Bah oui. C'est franchement la franchise Pokémon, elle a bien marché grâce à ça. Et donc, on a... parce que comme c'est un jeu vidéo à la base, c'est intéressant que ils se sont dit on va très vite faire une série animée qui va conquérir vraiment tout le jeune public, quoi. Et donc, on a donc cette recette récurrente sur ces mangas-là, qui est celle de faire incarner un jeune garçon bien plus jeune. C'est pas un lycéen cette fois, c'est genre il est jeune, Sacha il a 10 ans au départ. Après dans Beyblade on voit qu'ils sont quand même assez jeunes, les âges sont pas précisés tout de suite je crois, mais
Ouais, voilà, c'est vraiment... on est quand même sur la cour de récré encore un peu. Et c'est des jeunes garçons qui vont quand même faire des choses assez impressionnantes, puisqu'ils vont partir... ils vont se donner le défi de remporter soit plein de prix qui sont liés à leur pratique, des badges Pokémon, des combats Pokémon, ou alors des prix, des tournois. Hein. Il y a toujours les tournois qui arrivent en général dans ces fictions-là assez vite, la notion de tournoi. Et voilà, il y a toujours un petit peu cette épreuve et ce défi de remporter le plus de choses dans cette pratique-là. Ouais, c'est très Neketsu hein, dans le feeling. Et ça fait quand même... ce que je trouve bien là-dedans, c'est que quand tu regardes ça quand t'es gosse, ça te donne envie d'acheter les trucs déjà, mais ensuite de sortir et d'aller faire des trucs avec tes potes, d'aller jouer à tel ou tel jeu avec tes potes en fait. Et ça, je trouve que c'est plus rare aujourd'hui, ce genre de feeling, ce genre d'envie que ça peut donner, quoi. Ouais. Non mais c'est sûr, mais c'est ce qui est particulier, c'est alors on aime, on n'aime pas, mais ça va être le côté répétitif aussi, puisque comme ça étudie ça montre toute une pratique d'un jeu, qui est institutionnalisé dans l'univers de la série. Et du coup, à chaque épisode, on va forcément voir un combat, un duel qui est lié à la pratique. Donc, il y a cette notion de renouvellement qui doit être important dans les épisodes pour faire en sorte que ça plaise toujours autant au bout de 20, 30 épisodes, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un symptôme, le symptôme créateur du créateur, le dilemme du créateur de toujours devoir se renouveler. Ça doit être quelque chose d'assez particulier, et pourtant ils arrivent à faire des tas de saisons qui fonctionnent. Pour Yu-Gi-Oh, il y a et même pour Beyblade, il y a des sagas différentes carrément, où il y a les personnages qui changent, où on est plus dans les mêmes timelines. Il y a tout ce truc-là, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a un truc qui reste en commun, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans ce qui sort de ces séries. Et il y a une envie d'aller parcourir le monde, comme tu disais, de se lancer des défis, des challenges. En même temps, c'est très ancré dans le public qui vise, quoi, les jeunes qui ont ces envies-là. Et ouais, c'est un format qui se répète beaucoup, mais qui, en fait, pendant toute une saison, de ce genre de série, ça se répète beaucoup, mais en fait, au fur et à mesure, j'ai l'impression que tu apprends des mécaniques ou des choses comme ça, en fait, autour du jeu. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de stratégie. Bon, après, Beyblade, en termes de stratégie, c'est un peu, tu vas pas contrôler ta toupie là comme ça, mais il y a quand même des petits moyens des techniques de lancer notamment, où tu peux pencher ta toupie dans la vie réelle, hein, et ça va lui donner un sens de rotation qui fait qu'elle va plus attaquer ou des trucs comme ça. Il y a des vrais tricks qu'on peut retrouver sur YouTube pour lancer sa toupie. Donc il y a quand même toujours un petit peu de stratégie, et ça permet d'ouvrir, ça permet de comment dire, de faire un petit peu réfléchir les gosses, ou tu vois, les faire ouvrir à des systèmes de jeu. Bien sûr. Intéressant. Après, c'est vrai que les toupies, c'est vraiment le truc une fois que tu l'as lancé, normalement, t'es plus censé pouvoir bouger le truc. Mais forcément, comme c'est un récit, aussi pour les enfants, les auteurs vont rajouter plein de choses plus ou moins inexpliquées pour rendre les combats intéressants quand même, quoi, à regarder avec des coups de théâtre, des retournements de situation. Et puis il y a aussi... donc malgré tout, quand on regarde tout ça, on a ces jeux-là. Et puis il y a toujours quelque chose d'un peu antique ou mystique qui vient se poser dans l'intrigue. C'est-à-dire,
Yu-Gi-Oh, voilà, ça se date de l'Antiquité, c'est le jeu des ombres, il y a quelque chose de... Il y a le puzzle du millénium, voilà, qui te donne une âme en plus dans ton corps. Pour les toupies, c'est pareil, il y a une sorte des sortes d'esprit. Ouais, alors par exemple sur Metal Fusion, pour ceux qui connaissent, il y a, il y a quand même... en gros, c'est la genèse de l'univers, les toupies. Et si tu veux, il y a une scène où tu as Moïse qui ouvre la mer en deux en lançant une toupie. Ils ont craqué, les gars, si tu veux, en fait. Ouais, Ça va super loin. Ouais, et puis dans Pokémon, ce qui est différent, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment un univers où voilà, la plupart des animaux, c'est des Pokémon. Donc là, on est quand même... Voilà, et derrière, il y a une mythologie. Mais en sachant que voilà, ça vient quand même plus peut-être du jeu vidéo, les informations sur la mythologie ou quoi, mais il y a quand même ce truc-là dans la série, et dans ces 3 séries, d'aller chercher les mystères qui concernent ce truc-là qui est partout, les Pokémon ou les cartes, quoi, mais il y a toujours comme objectif un peu secondaire, celui d'explorer voilà, les mystères du monde, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, du coup, dans Pokémon, t'as quand même, les gars, en fait, les dieux, c'est des Pokémon, quoi. Donc, t'as Voilà. encore ce truc de création, de genèse d'univers. Et je trouve ça fou que Beyblade, ils se prennent toujours au sérieux alors que c'est des toupies, quoi, les gars. Ouais. Ça, c'est génial. Et du coup, il y a ce truc aussi, et tu vois, je parlais d'énergie, et il y a ce truc entre Pokémon, les toupies, les cartes à jouer dans Yu-Gi-Oh! Il y a ce truc de les jeux génèrent de l'énergie que souvent des méchants veulent capitaliser dessus. Tu sais, ils veulent voler l'énergie de la toupie, ou alors ils veulent voler l'énergie de la carte parce que c'est une carte ancienne et tout, ou alors ils veulent voler l'énergie ou Oui. manipuler un dieu Pokémon et tout. Il y a ce truc-là de l'énergie pure Neketsu, en fait, qui est retransmise dans ces séries. Ouais, non mais clairement, et puis il y a des enjeux aussi derrière, des enjeux de pouvoir, il y en a, voilà, on voit Pegasus, hein, qui est le créateur du jeu dans Yu-Gi-Oh! C'est le créateur du jeu de cartes en soi, et ben voilà, il y a quand même, derrière, il y a une volonté un peu de domination qu'on peut mettre en écho aussi à la vie réelle finalement, puisque dans la vie réelle finalement, quand une entreprise... quand une franchise voilà, a du succès, finalement, voilà, elle a conquis le monde, quoi. C'est trop deep sur le Morio Show. Et quid de maintenant? Ça ressemble à quoi, toutes ces séries aujourd'hui? Ça évolue, hein, les designs, on sait, hein, les chara-designs sont pas toujours les mêmes, mais ça va avec toute l'évolution de toute façon des dessins animés en général, hein, ce qui est logique, c'est des dessins animés qui, d'un point de vue technique ou peut-être d'un point de vue visuel, vont peut-être être plus beaux peut-être, mais par contre c'est dans le design, vraiment le choix des traits de tel ou tel personnage où ça tend vers toujours plus enfantin, alors que pourtant on avait quand même des choses intéressantes et qui pouvaient être vachement matures dans ces dessins animés, quand bien même ils étaient adressés aux enfants. Par exemple, là, très récemment, tu as la dernière série de Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Seventh. Ouais. Ils ont changé de studio et en même temps de chara-design, alors que ça faisait des années qu'ils avaient le même, et qui était bien plus mature. Tout Yu-Gi-Oh! A toujours été plus mature que ses concurrents un petit peu. Oui. Et là, ça change complètement et s'adresse encore plus à des gosses, pour le coup, parce que c'est des designs bien plus simplistes. Et je trouve ça bizarre, parce que peut-être qu'ils veulent aller chercher un public plus jeune, peut-être que les joueurs de Yu-Gi-Oh! sont plus vieillissent aujourd'hui. Mais il y a ça tend un petit peu tout le temps à être de plus en plus tourné vers les jeunes, alors que ce qui a fait qu'à l'époque on était intéressé, c'était quand même aussi pour le côté un peu plus serious business et tout.
notamment du Yu-Gi-Oh! Moi j'aimais bien ça pour ça. Et plus tard, j'ai appris que la version qu'on regardait en France à la télé, eh ben, elle avait pas du tout les mêmes musiques originales que celles qu'ils avaient au Japon. Ah oui, en plus. Et en fait, c'était déjà de base à moitié enfantisé cette série qu'on avait, parce que quand vous écoutez, si vous êtes assez curieux et que vous allez écouter sur YouTube l'OST original de Yu-Gi-Oh! Notamment, il y a des musiques qui sont ultra badantes et des scènes qui ont été coupées, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que Yu-Gi-Oh! À la base, c'était bien plus mature, bien plus pour un public plus mature que ce qu'ils visent aujourd'hui. Donc il y a quand même voilà, une grande différenciation, quoi. Oui, bah dans les génériques, voilà, quand on écoute l'opening original de Yu-Gi-Oh! On a un opening de shonen neketsu de base, c'est-à-dire enfin, où on reconnaît la puissance du chant et tout ça. Dans l'opening, enfin le générique français, on reconnaît, nous les Français, nos génériques à nous de cartoon ou pas forcément même de cartoon, même de séries animées japonaises, quoi. Mais on reconnaît cette patte, quand bien même d'ailleurs, souvent les génériques qu'on fait en France sont des traductions seulement des paroles, mais ils gardent la même instru que ce que les Américains ont fait comme instru. Mais par contre, c'est pas la même musique que la musique originale. Bon, c'est peut-être parce que ça se... Comme ils voulaient absolument en France avoir des paroles en français, parce que ça a une importance en fait. Tu vois, pour les gens qui regardent, c'est pour Pokémon, c'est super important d'avoir des paroles en français, sinon les personnes ne connaîtraient les paroles en fait. Et ben, pour le coup, ils ont bien réussi ça. Mais comme c'était important d'avoir les traductions, peut-être qu'il y a des openings en japonais qui se traduisent moins en français, ou qui se chantent moins en français. Voilà, moi j'ai du mal à imaginer par exemple l'opening de Death Note ou traduit en français, tu vois. C'est des choses comme ça, quoi. Ça donnerait un truc un peu genre dans ce monde noir et blanc, je ne puis trouver ma place. Oui. Suis-je le Messie? Et alors, moi, ce qui m'épate, c'est qu'il n'y a pas que les génériques, il y a aussi carrément les OST, quoi, genre les bandes son parfois qui changent, quoi, genre. Ouais, ce que je disais, le côté un peu censure, pas vraiment, mais. Bah, c'est assez étonnant, quoi. Ouais. C'est... Parce que ça, pour le coup, ça a moins d'impact, quoi. C'est souvent des. Voilà, t'as les musiques en fond. À moins que ce soit une erreur technique et qu'ils recevaient que des versions, des versions compactées où ils pouvaient pas séparer la voix de la musique. Non, ce serait quand même bête. Bon, écoute, je te propose qu'on va voir un peu du côté de la réalité maintenant, avec notre propre jeu. On a sorti toutes nos anecdotes d'enfance tout à l'heure, mais maintenant on va s'intéresser à un cas un peu particulier, puisque c'est une boutique que j'ai découvert la semaine dernière en fait, donc c'est très récent. Le Morio Show. Et ben en fait voilà, la semaine dernière je me baladais dans Rennes comme à mon habitude. Quand je reviens sur une ville, j'ai envie de voir dans la ville un peu ce qui se passe, ce qui a changé, ce qui a bougé. Et je me faisais la réflexion d'ailleurs que je trouvais que c'était cool qu'il y avait pas mal de petites boutiques, de nouvelles boutiques qui ouvraient en fait, qui sont des boutiques indépendantes de choses, des boutiques spécialisées en jeux de société ou des cafés particuliers comme le Café Vélo, rue d'Entrain et tout. Enfin bon, c'est des trucs un peu sympas comme ça. Et justement, rue d'Entrain, il y avait une nouvelle boutique spécialisée dans la vente de cartes, donc de cartes à jouer, à collectionner. Et ça, c'est pas commun, puisqu'il y en avait qu'une seule à Rennes avant, c'était le Temple du Jeu. Et donc cette boutique, c'est Cartes à Rennes, et ils sont là depuis juin en fait. Ils sont là depuis juin dernier. Et bon, ils ont cette spécialité de pouvoir donc vendre des cartes à l'unité, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Et des cartes Magic, avec tout ce qui concerne les cartes, hein, donc les protège-cartes, les classeurs, voilà, hein, tout le matériel hein, pour être un bon collectionneur ou joueur de ces cartes-là. Ils rachètent aussi. Ils rachètent évidemment hein, les cartes. Ça, on l'a vu assez récemment. Il y a eu tout un mouvement avec Pokémon sur le trading, tu sais,
sur faire monter les prix. Ouais, bah moi les miennes elles sont tellement défonces, genre je n'ai jamais de sleeve de protection ni rien. Donc, de toute Tu ne façon, pourras jamais les vendre. mais je savais pas pour l'unité, c'est intéressant. Par contre, ils doivent valoir super cher en fait, celles qui vendent en unité. Bah ça dépend, après il y a les communes, les rares, enfin voilà, Ouais. ça c'est toujours. Et ils rachètent aussi des jeux vidéo, donc ça peut être aussi intéressant voilà, pour le rachat-vente. Hein, ça fait tourner les vieux jeux au lieu de ceux qu'on laisse traîner et voilà, ceux auxquels on ne joue plus. Donc c'est assez sympa cette petite boutique. Et donc j'ai rencontré l'un des 2 gérants. Et il va expliquer un petit peu, parce que c'est pas que un concept de vente et de rachat, parce que finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une boutique de jeux de cartes? Eh ben, c'est peut-être de jouer, justement. Écoutez ça. J'ai dit, écoutez ça. En fait, on a une salle de jeu qui est dans la boutique, donc où on peut accueillir jusqu'à 8 joueurs en journée. Et en fait, le soir, le mercredi soir et le vendredi soir, on organise des tournois Magic en Duel Commander et des tournois Yu-Gi-Oh en format avancé, où en fait là, on ferme la boutique et on installe des tables et où on peut monter jusqu'à 18 joueurs. Donc voilà, ça c'est concept de boutique où on peut jouer à l'intérieur. Ça existait déjà à Rennes avec le Temple du Jeu, mais voilà, l'arrivée de cartes à Rennes, ça témoigne aussi peut-être d'une place qui était là pour eux, c'est-à-dire en gros une place qui est proposée grâce au succès et à la passion que les cartes suscitent en fait finalement. Donc Ouais, c'est pas simple hein, en plus de trouver des boutiques, enfin de pouvoir s'installer à Rennes en fait en tant que boutique. Je parlais avec le gérant du Temple du Jeu l'autre jour. Non, pas du Temple du Jeu, pardon. De l'heure du jeu. Ah oui. Qui est le bar, qui est le bar à jeu. Et ouais, c'est très difficile. Donc ouais, ça témoigne vraiment d'un besoin. Et je pense que ce besoin, tu vois, comme je suis toujours un petit peu la communauté Yu-Gi-Oh! Bah, du coup, ils sont arrangés pour faire des tournois en ligne. Où en gros, en fait, il y a une caméra qui montre une vue du dessus, en fait, Oui, bah oui. tu vois, et en fait, ils doivent montrer leurs cartes et tout. Enfin, c'est pas pratique. Et il y en avait beaucoup qui du coup, ça leur manquait tout simplement de pouvoir faire ça en présentiel, quoi. Ouais, Donc, bien sûr. ça m'étonne pas que eux, ils aient trouvé un bon créneau là-dessus, quoi. Oui, bah d'ailleurs, ils ont aussi une chaîne Twitch. Et d'ailleurs, je vous laisse découvrir un petit peu la genèse de la boutique, puisque c'est une histoire hein, comme on peut l'imaginer, de 2 passionnés. Il faut savoir qu'à la base, on est 2. Il y a mon frère et moi. Et en fait, on vient de Montpellier. C'est-à-dire qu'on est, à la base, on est de la Manche, donc pas loin d'ici. Mon frère a fait ses études à Rennes, et moi, j'ai fait pas mal de choses à Rennes, et j'ai fait après pas mal de choses à Saint-Brieuc. Donc du coup, on a quand même la Bretagne un peu dans le sang. Et on est quand même allé à Montpellier, parce qu'à Montpellier, il y a une boutique qui s'appelle Carte à Papa, et en fait qui est un grand du milieu des jeux de cartes à collectionner, des jeux vidéo, donc un peu comme on fait ici en fait. Et du coup là-bas on a engrangé de l'expérience, on s'entendait très bien, c'était avant tout nos amis avant d'être nos collègues. Et donc voilà, ils avaient leur modèle de boutique, et nous ça nous trottait dans la tête. On avait toujours eu cette envie de monter nous-mêmes notre propre magasin, et on a fait notre magasin à Rennes de cartes à collectionner et de jeux vidéo. Et je poursuis tout de suite sur son parcours, parce que lui aussi a des petites anecdotes à Pokémon à nous donner. Hein. Il a son propre rapport à l'univers des jeux de cartes, forcément. Moi j'ai commencé avec Magic, je joue à Magic depuis que je suis en primaire, donc ça fait maintenant pas mal de temps. J'ai commencé à Odyssey pour ceux qui connaissent. Je suis un énorme fan de la licence Pokémon, que ce soit en jeux vidéo. Les jeux vidéo je les ai tous dévorés, je les refais plusieurs fois par an. C'est vraiment une licence que j'aime beaucoup. J'ai maté le dessin animé quand j'étais petit, j'ai joué aux jeux vidéo, etc. Mais c'est vrai que les cartes déjà il faut savoir qu'au début étaient très vite en rupture de stock. Il y avait vraiment une hype énorme, parce qu'au Japon tout est arrivé en décalé, en France tout est arrivé en même temps, ce qui fait qu'en fait on a pris la vague de hype de Pokémon
en pleine phase, je me rappelle, j'ai une petite anecdote là-dessus, on n'avait pas de cartes, nous, à l'école, quoi, on n'avait pas le droit de ramener nos cartes. Et je me souviens que dans un TéléZ ou je sais pas quoi, il y avait tout le Pokédex entier, il n'y avait pas internet à l'époque, il n'y avait que lui qui avait le Pokédex entier. Et je me rappelle, on avait découpé toutes les vignettes des 151 Pokémon pour se les échanger. Donc c'était vraiment, il y avait vraiment ce truc-là déjà. Et ouais, quand je vois aujourd'hui les cartes Pokémon, c'est super intéressant comme milieu. C'est super intéressant comme milieu, ouais. Ouais, donc tu vois, l'anecdote du TéléZ, là... Elle est incroyable, cette anecdote. Ouais. Et donc évidemment, on entend en fond les joueurs jouer à Yu-Gi-Oh! Puisque c'était à l'occasion d'une soirée tournoi Yu-Gi-Oh! Où comme il expliquait, voilà, il y avait peut-être une 10-12 de joueurs qui s'affrontaient en duel sur un système un petit peu particulier. Donc c'était intéressant d'échanger en même temps que de voir ces gens jouer juste à côté de nous. Et tout à l'heure, on parlait, justement, on essayait de comparer un petit peu les 3 franchises, comment est-ce qu'elles progressaient. Et du coup, je lui ai demandé un peu, parce que comme il connaissait pas mal sur Pokémon, je lui ai demandé un petit peu s'il pouvait expliquer quelques raisons du succès de cette franchise, en fait. Il faut savoir que Pokémon avant c'était vraiment de la niche, mais vraiment de la pure niche, ça marchait qu'à Noël. Pokémon ça marchait vraiment à Noël, il y avait toujours les collectionneurs, il y a toujours eu les collectionneurs, mais ils étaient quand même beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, effectivement, il y a eu toute cette hype qui a été engendrée par beaucoup de facteurs. Et ce qui fait qu'en fait aujourd'hui on se retrouve avec Pokémon qui est quasiment au même niveau de cartes à collectionner que Magic et Yu-Gi-Oh! C'est tout un système en fait qu'ils font où en fait en gros ils essaient de sortir le plus de dérivés possible à un même produit. Je sais que notamment il y a eu Yokai Watch qui a assez bien marché, ils n'ont pas leur jeu de cartes mais c'est un peu pareil, c'est d'abord un manga, ça a été un dessin animé, ils vendent des jouets, etc. Et c'est vrai que Pokémon a excellé là-dessus. En fait, ils sont dans une presque, j'ai envie de dire, une boucle où en fait ça n'arrêtera plus. C'est-à-dire que ça fait en fait que effet boule de neige. C'est-à-dire que j'ai des plus jeunes personnes qui viennent et qui me disent bah voilà, moi j'ai joué à épée et bouclier, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Bah tu leur conseilles du coup Let's Go Pikachu qui est sorti. Ils ont une 3DS, tu peux leur conseiller Ultra Lune, etc. Donc voilà, c'est vraiment cette espèce de boucle qui fait qu'en fait Pokémon, c'est vrai que moi j'adorerais aujourd'hui découvrir le monde de Pokémon parce que ça me permettrait en fait de pouvoir refaire tous les jeux vidéo sans forcément les connaître et les découvrir, quoi. Donc ouais, tu vois, c'est vraiment ce côté renouvellement de la génération. C'est les boss en fait, c'est juste les boss. Ouais, non, mais c'est vrai que ils sont vraiment allés à fond. Et alors c'est assez intéressant pour ce qui concerne Magic et Yu-Gi-Oh! Parce qu'il y a aussi une logique de renouvellement. Mais en tout cas, tu vas voir, tu vas écouter et ça va peut-être même un petit peu teaser ta chronique de tout à l'heure. Magic, ils ont sorti un soft qui s'appelle Magic Arena, qui est un logiciel de jeu de Magic en ligne. Et du coup, en fait, nous, par exemple, on a eu un peu cette peur que le dématérialisé de Magic détrône complètement en fait le jeu papier. Et en fait, pas du tout. C'est l'inverse qui s'est passé. Et en fait, il y a plein de personnes qui se sont mis à Arena et qui se sont dit ah ouais, Magic c'est cool. Du coup, on se retrouve en fait avec des joueurs qui nous disent bah voilà, moi j'ai découvert Magic avec Arena. Qu'est-ce que vous me conseillez comme carte, etc. Pour Yu-Gi-Oh, les gens ont quand même vraiment beaucoup connu pour moi le dessin animé avant de connaître le jeu de cartes à collectionner. C'est vraiment le dessin animé qui les a amenés vers le jeu de cartes à collectionner pour moi. Après à la base c'est un manga Yu-Gi-Oh! C'est Shonen Jump qui le fait et en fait en gros c'est pas rare que Shonen Jump fasse des mangas où en fait c'est à la base un produit dérivé qui est adapté en manga. Et c'est vrai qu'en France on a eu ça et moi par exemple j'ai eu quelques cartes Yu-Gi-Oh! Et les cartes Yu-Gi-Oh! Je les avais eues parce que j'en avais entendu parler via le dessin animé. Donc tu vois, les simulateurs, justement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand je te disais que j'avais pas trop les stratégies au départ et que je les avais apprises plus récemment, c'est parce que j'ai joué à ce Magic Arena et c'est à travers ce logiciel, en fait, où, en faisant les tutos et tout ça, que j'ai eu les stratégies de base que j'avais jamais vraiment imprimées, quoi. Donc ça amène d'autres joueurs, mais pas forcément, comme il disait, ça coupe pas forcément certains supports. Bah ouais, c'est ça qui est impressionnant parce que finalement, je le reconnais, hein, l'effet dont il a parlé, le fait de jouer sur ordi et tout ça, c'est sympa, mais
quand on a déjà eu un peu des cartes en main et tout ça, ça donne aussi envie de tout de suite de se créer un deck, un vrai deck, quoi, et de l'avoir sous les mains, quoi. Ouais. Je suis désolé, j'ai un peu le nez bouché. Je suis un peu enrhumé en ce moment. Je l'ai entendu, ouais. Ouais. Bon, et en tout cas, moi j'aime bien cette question-là du jeu en simulation. Ouais. Parce que, ouais, effectivement, on a toutes ces mécaniques-là, et justement, je me rappelle, quand on a étudié quelques jeux de simulateurs, on rageait parfois contre certains mécanismes, en fait, puisque forcément, reproduire un jeu de cartes avec plein de règles super complexes sur un logiciel, c'est quand même compliqué, quoi. Et des fois, tu te dis, ouais, mais comment tu fais pour contre-attaquer, pour jouer pendant le tour de l'adversaire et tout ça. Et souvent, les systèmes, ils le prennent en compte et ils arrivent à créer soit des time stops, quoi, où tu peux stopper et dire, bah non, je joue ça. Ou alors, avec les effets de chaîne qu'il y a dans Yu-Gi-Oh, forcément, et c'est pris en compte par le logiciel, quoi. Ouais, on s'est bien posé plein de questions quand on y est passé sur ce simulateur pour Yu-Gi-Oh, justement. Moryu-Show. Le Moryu Show. Faut aussi comparer les règles des jeux, parce que parfois il y a des logiques de camp entre le camp Magic et le camp Yu-Gi-Oh! Et bon, des fois il y en a qui aiment bien les deux, et qui jouent des deux, mais comme c'est difficile de s'investir sur un seul jeu de cartes à fond, parce que forcément, déjà ça coûte cher quand même d'investir dans les cartes pour faire des decks intéressants. Et puis ça prend du temps, c'est chronophage. Donc souvent, voilà, t'as des gens qui vont dire, bah ouais, moi je préfère Magic parce que c'est plutôt un système avec les manas et tout ça. Et puis il y en a qui préfèrent le total combo, le jeu très rapide comme Yu-Gi-Oh, quoi. Ouais, et puis en fait, le jeu très rapide, c'est arrivé qu'il y a que quelques années, hein. C'était bien plus long à l'époque. Et en vrai, ça a changé, d'un coup, parce qu'ils ont fait beaucoup évoluer ils font tout le temps en fait évoluer leur système de jeu avec des nouvelles mécaniques qui arrivent à chaque nouvelle saison en fait d'anime. Et en fait, ils se sont pris dans une loupe où à chaque fois qu'ils ajoutaient une mécanique, ils étaient en mode maintenant tu peux faire ça plus facilement. Et du coup, tout le monde était genre ah, trop bien et tout. Mais au bout d'un moment, si tu facilites tout, et en fait, en un tour, le mec sort tout son deck, quoi. Et en fait, tu joues plus. Et je trouve que c'est un peu dommage. On l'a fait, hein, on y a joué ensemble. Oui. Et on l'a remarqué, en fait, on a envie plutôt de jouer des decks anciens parce que on n'a plus le temps de prendre le temps de jouer. On pense, en fait, on sort, c'est vraiment un système genre, tu commences ta partie, t'es en mode, ok, alors j'ai ces cartes-là, comment est-ce que je fais pour arriver à mon unique stratégie que je vais appliquer à chaque fois. Et c'est vrai que c'est triste un peu d'en arriver là, donc ouais. C'est pour ça qu'ils lancent eux aussi Yu-Gi-Oh! De nouveaux simulateurs, mais de nouvelles façons de jouer avec les speed duels, où du coup tu as d'autres règles qui font que c'est différent, et ils l'ont bien chopé ce truc-là, je pense, de la part des fans. En plus, moi, c'est vrai que les règles qui changent déjà souvent tous les ans ou quoi, ça me perturbe parce que moi, déjà, le temps que je comprenne les stratégies qui correspondent à une année, donc parce que Magic, ça fonctionne en extension, où chaque année, voilà, ils font une nouvelle extension, ils appellent ça, avec parfois ils rajoutent des mots-clés, parfois ils rajoutent des nouveaux systèmes, parfois des nouveaux modes de jeu, comme le mode de jeu Commander qui est arrivé à un moment donné, et qui commence à avoir de l'âge maintenant, mais... Et c'est sympa, voilà, de voir tous ces trucs, mais c'est vrai que quand tu commences, en tout cas, forcément, je pense que quand t'es passionné, que tu joues à plein de trucs, forcément tu vas suivre les évolutions et tout ça, mais d'un œil un peu plus novice, c'est vrai que on a du mal à s'y retrouver, quoi. Et
Surtout quand t'as des... Dans Yu-Gi-Oh! Ce qui est particulier, c'est les cartes... chaque carte a son effet, quoi. Genre, c'est pas, y a pas de raccourci, Ah quoi. ouais, c'est vrai que Tu dois tout lire. Alors que dans Magic, t'as toute cette logique de mots-clés qui correspond, qui sert à faire des combos, des synergies et tout ça, mais... Et là, ouais, tu dois vraiment, à chaque fois, c'est ultra spécifique, c'est comme si chaque carte avait ses propres, voilà, son propre système à chaque fois, quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est bah c'est après, particulier. c'est l'attrait du jeu, quoi. Et du coup, en Euh, discutant avec les joueurs un peu qui étaient là-bas, c'est vrai qu'ils ont dit, pareil, ils ont parlé un peu de ce côté très rapide, mais on a aussi pris en compte le fait que c'est un jeu qui fonctionne beaucoup en bloquant aussi, quoi, en interrompant l'adversaire. Mais pour ça, il faut vraiment bien connaître les cartes, en fait. Et Ouais. Yu-Gi-Oh! C'est un peu un jeu où t'as plutôt intérêt de bien connaître les cartes avant de faire un duel, en fait. Et c'est difficile de les découvrir en même temps, quoi. c'est un jeu très difficile. Mm. Mais alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des jeux vidéo, on a parlé un peu de Pokémon, mais moi j'ai grandi quand même avec quelques jeux vidéo sur ma vieille PS2 que je regarde juste, qui est juste à côté de moi, qui est toujours là. J'ai grandi avec quelques jeux vidéo tirés de... Oula, je perds ma voix. De jeux vidéo tirés d'adaptations, en fait, d'animés, quoi. Notamment les jeux Dragon Ball, parce que voilà, c'est le truc, je pense, parce que c'était fait pour ça, quoi. Ouais. Bah, moi, c'est surtout... Moi, j'ai joué à des jeux Pokémon, en fait. Et c'est pour ça, finalement, plus que les cartes, j'ai quand même plus connu quelques petits jeux vidéo. Alors moi, j'étais avec ma petite Game Boy Nintendo DS, là. Donc c'est pas une Game Boy, mais en gros, ça, c'est une console portable, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai surtout... je crois qu'on en avait déjà parlé, mais mon passé dans le jeu vidéo, c'est surtout à travers ça. Parce qu'on n'avait pas d'autres consoles. On n'avait pas d'autres consoles. Et mon frère en avait une aussi, donc tu avais aussi cette logique multijoueur quand même. Et ça arrivait même parfois qu'on achetait les mêmes jeux pour justement, parce que dans Pokémon, il y a beaucoup dans les jeux Pokémon, il y a beaucoup de systèmes où c'est bien de se connecter avec quelqu'un d'autre, où voilà, il peut y avoir des transferts et tout ça. Donc moi j'ai connu les trois types de jeux Pokémon qui existent, c'est-à-dire alors il doit y en avoir d'autres maintenant des systèmes, mais il y avait donc le Pokémon de base, c'est-à-dire en mode dresseur JRPG, où voilà, tu parcours le monde et tu captures les Pokémon dans des Pokéballs et tout ça, et t'as une intrigue. Mais tu avais aussi le mode donjon mystère, où cette fois tu incarnes un Pokémon, cette fois il n'y a pas d'humain, il n'y a que des Pokémon, et tu crées ton équipe, et c'est de l'exploration de donjons. Et il y avait un autre mode, c'était il y en a eu 2 qui sont sortis sur DS, c'est Pokémon Ranger. Et là, tu devais tourner avec ton stylet sur l'écran tactile. Tu devais faire genre une trentaine de cercles autour d'un Pokémon pour l'attraper. Ça fonctionnait comme ça en fait. Il fallait entourer avec des boucles les Pokémon pour les attraper. Donc c'était vraiment 3 jeux différents. T'as pas connu les jeux, genre des jeux tirés d'animé en mode Dragon Ball ou quoi? Tirés d'animé, non, pas énormément, non. Alors j'avais joué à un jeu de bataille Dragon Ball une fois, genre c'était pas un jeu qui m'appartenait, donc j'avais joué une fois, mais c'est vrai que non, pas trop. J'ai jamais trop été fan d'acheter des jeux qui sont issus en fait d'un animé en fait. Genre Ah oui. ouais, j'aimais vraiment l'idée d'avoir un jeu qui est un jeu à la base, quoi. Pourtant, moi, je l'ai poncé, le jeu Dragon Ball, là. Ouais. Avec mes potes et tout, on était tout le temps dessus et on a fait voler des joysticks tellement on mâchait les boutons. Et mec, moi, en fait, j'étais en mode training et je me mettais contre le bot le plus difficile. Et c'est très dur quand tu prends des bons personnages contre le bot. Et j'étais en plus difficile possible et je faisais un combat non-stop parce que quand t'es en training, tu perds pas d'énergie, tu vois. Et en fait, j'étais genre en flux tendu pendant 15-20 minutes, tout le temps sur un seul duel et tout, sur un seul match. Et juste pour m'entraîner, tu vois, j'étais en mode tryhard de ouf.
Et c'est vrai que ouais, les jeux de combat, ça a pas mal marché. J'avais aussi Dragon Ball sur Game Boy. Aussi, j'avais un jeu comme ça. Euh, Et j'avais aussi Beyblade sur Game Boy, donc comme quoi, tu vois, mais de toute façon, tu le connais puisque tu l'as emprunté. Je l'ai Oui. passé. Ah oui, il est Avec rigolo les aussi, musiques ouais. toutes saturées et tout là. Ah oui, bah c'est ça. Et ouais. Oh, putain. C'est tout pété. Le générique, il est tout saturé, c'est juste ça. Mais ouais, et, ouais, puis, et puis One Piece PS2, mais qui arrivait bien plus tard, ça. Quand j'ai découvert One Piece, je me suis dit, vas-y, je regarde s'il y a des jeux PS2 qui existent. Alors qu'à l'époque, bah, il y avait déjà la Wii et tout. Et moi, j'avais toujours ma PS2 et j'en ai trouvé un jeu One Piece PS2 qu'on a déjà joué déjà ensemble et qui est incroyable, tellement il y a des personnages qui sont vieux et qu'on retrouve nulle autre part sur d'autres jeux One Piece. Ouais. C'est incroyable. C'est vraiment des carottes et piments. oui. C'est vraiment des bons souvenirs en fait. Tu vois, j'en parle le sourire aux lèvres parce que c'est vraiment des. Tu retrouves les ambiances et tout des différents animés. Après, c'est vraiment cool. c'était des jeux prenants. Hein. Enfin, moi, pour parler de Pokémon, de toute façon, moi, j'aimais beaucoup déjà, de toute façon, les intrigues quoi, qu'ils mettaient dans les jeux vidéo. Je trouve que les scénarios étaient vachement bien, quoi. Et bon, je me rappelle, j'ai une anecdote un peu malheureuse avec mon frère sur un jeu, puisque j'avais supprimé une partie de Pokémon Donjon Mystère, et genre, c'est le genre de partie à pas supprimer, quoi. C'est pas genre Mario 64 ou bon, même si t'as 150 étoiles à collectionner, tu peux te les refaire, c'est pas la mer à boire. Mais par contre là, Pokémon Donjon Mystère, c'est quand même avec toute la collection de Pokémon, le montage de niveau, et après quand t'es niveau 100, t'as tout un truc pour faire augmenter ton QI, et c'est super long parce que tu dois manger des gelées, et encore des gelées, et encore des gelées. Enfin, il était quand même à un niveau vachement haut, quoi. Il avait, je crois que c'était 300 heures qu'il avait Oh la vache. sur une Nintendo DS. Hein. Tu vois, tu te dis, voilà, Ouais. c'est pas un PC, quoi. Et bon, et moi, voilà, j'étais gosse à un moment, et je vais supprimer sa partie principale. Donc voilà, c'est le genre de Aïe. truc. Aïe, je révèle mes dossiers en live. Mais voilà, bon. En tout cas, c'était des jeux très prenants, quoi. Ouais. Voilà. Et si maintenant on se tournait, parce qu'on est tout le temps dans le passé, mais si on se tournait vers le futur à présent, avec le doigt bien, Oui, voilà. bien en avant. Parce que en se renseignant, on a vu un petit peu qu'il y avait des choses qui étaient faites avec de la VR notamment, avec des réalités virtuelles. Et c'est pas super abouti, hein, c'est pas très beau. Non. Bah après, la VR, pour l'instant, voilà. Je pense que... Surtout la VR sur des projets comme ça, je pense qu'il peut y avoir des très beaux projets VR. Mais effectivement, je pense qu'il va falloir beaucoup de travail et de temps pour réaliser un Yu-Gi-Oh! Vachement imprégnant. Ouais. Comme vachement dans l'animé, beau. tu vois. Bah ouais. Ouais, enfin, Ça, en version 3D, quoi. Ce serait cool. C'est ça aussi. Ah ouais. C'est difficile de faire de la VR en D2. C'est genre même impossible, je crois. Ouais, non, mais ouais, ce serait quand même tellement bien. Genre, tu pourrais vraiment faire du roleplay, des choses comme ça. Et c'est vrai que rien que pour des jeux des tables, comment on appelle ça? Tu vois, même genre du jeu de rôle ou des choses comme ça. La VR, c'est super prenant. C'est vraiment bien. Sûr. Et je pense qu'il y a un vrai avenir à ce niveau-là, au niveau des jeux. Parce que tu peux vraiment te mettre dans l'ambiance d'un jeu en mode jeu des ombres, Yu-Gi-Oh! Et tout, et autour de toi ça devient tout sombre, ou alors ça prend autour de toi avec ta carte de terrain, ça change le terrain, tout ça. Ça peut être pas mal. Ouais, ça c'est sûr que ça peut être vraiment pas mal, ouais. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de faire un truc pas mal. Pour l'instant, c'est vrai que c'était plus du test. Déjà, il y a le système à mettre en VR, quoi, d'avoir les cartes qui s'affichent. Les monstres qui s'invoquent, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même moyen à un moment d'avoir un bon jeu Yu-Gi-Oh! Même Pokémon, je pense aussi. Ouais, faire le geste.
déjà t'as Pokémon en réalité augmentée avec Pokémon Go et tout ça, donc Ouais. voilà, je pense que là-dessus ils sont peut-être plus proches en termes de ils sont peut-être déjà plus proches que dans la technologie sur ça. Et Ouais, ce qui est intéressant, c'est on parle de métavers en ce moment avec Facebook, mais ça peut aussi exister pour plein de choses. Et il y a ces choses qui sont prévues et qui sont déjà un peu en place pour Beyblade, de pouvoir, tu sais, avoir tout, quel que soit ton support, t'as la toupie en vrai, mais tu peux aussi avoir la même parce que tu la scannes avec un QR code dans un jeu virtuel, quoi. tu vois, on dit des conneries sur Beyblade, mais ils sont déjà dans le futur en fait, tu vois. Oui, c'est Genre, ça. t'achètes ta Beyblade, t'as un QR code au dos de la Beyblade et tu la scannes et ça va dans l'application sur laquelle tu peux déjà jouer à Beyblade avec des potes et tout. Ouais. Et du coup, tu l'as et en fait, tu l'as aussi numériquement et donc ça, en fait, ils sont vraiment en mode blockchain, les gars. Genre, ils sont vraiment sur ce qui fait les fondations d'un métavers, c'est-à-dire quand tu as la propriété d'un objet, tu l'as partout, numériquement aussi. Et il y a ça, sur leur application, toujours, ça c'est bien de centraliser, parce que c'est le problème en fait. Et aujourd'hui des technologies, c'est que c'est pas centralisé. Et là, eux, ils ont tout centralisé sur une application. C'est la toupie que t'achètes et qui a un petit moteur et tout, et ça marche en Bluetooth avec l'application Beyblade. Et tu la commandes avec ton portable et tu peux la faire aller plus rapidement. T'as une petite fonction attaque spéciale et du coup genre le moteur fait vou, 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 comme ça et du coup en vrai la toupie fait des moves chelous, mais c'est stylé parce que t'as l'impression que on se moquait de la strat, il y avait la non-strat sur Beyblade avec la toupie qui se déplaçait par la pensée et tout, et là c'est bon, ça y est, tu vois. Ouais, là tu peux vraiment le faire, quoi. Mais c'est particulier en plus, hein. Mais c'est vrai que c'est incroyable, quoi, d'imaginer ça. Et moi je trouve ça chouette aussi que ça soit le cas pour les cartes, puisque vu le prix des cartes, genre déjà c'est bien d'avoir des decks en ligne, par exemple sur Magic Magic Arena et tout ça là. J'aime bien l'idée que si t'as des cartes en vrai, tu puisses les scanner et du coup elles apparaissent aussi dans ton deck virtuel, quoi. Bon, ce serait quand même top. Bon, par contre l'inverse c'est un peu plus compliqué, mais Ouais, une petite imprimante 3D. une petite imprimante 3D pour les toupies. Ouais. Mais je ne vais pas plus attendre longtemps parce que justement, on parle d'application, on parle de numérique, on parle de deck. Mec, je te défie en duel Yu-Gi-Oh! Maintenant. Moriyosho. Alors, let's go, on va se faire un petit duel sur une application qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Omega, qui est une application, ma foi, très aboutie. Hein, pas mal, ouais. Qui modélise vraiment bien les cartes. Écoute, je relève ton défi. Tout est en place. Je suis prêt. Ok, alors là, on doit faire comme dans un vrai duel, c'est on doit faire un pierre-papier-ciseaux, là. Donc, vas-y, à toi de choisir. Ah! Ok, c'est à moi de choisir si je commence la partie ou pas. On va tout vous raconter en sonore, du coup, et on va avoir les meilleures répliques de jeu. Je joue donc le deck de Kaiba, hein, le deck de base. Tiens, on a 2500 life points, points de vie dès le départ, comme vous pouvez l'entendre. Yes. Voilà. Il y a tout. Et allez, joue tes premières cartes. Allez, j'ai déjà un bon deck de départ. C'est pas vrai. Je vais invoquer comme premier monstre le taureau de bataille. En fait, j'ai le jeu en anglais, du coup, j'ai pas le... Donc c'est un monstre à 1700 points d'attaque et 1000 points de défense. Mais il est déjà trop fort parce qu'en fait, quand on a pris les decks de base, les points d'attaque en général sont assez bas. Et 1700, c'est beaucoup en fait pour un truc de base. Mais ça, c'est parce que tu es le méchant Kaiba. Voilà, et bien sûr, les datas s'affichent sur l'écran de l'animé. Mais bon, ça s'affichera pas pour vous parce qu'on est en radio. Mais allez, je passe tout de suite c'est à ton tour puisque je ne peux pas attaquer dès le premier tour.
Bah heureusement. Let's go, je pioche. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais activer une carte magie qui me donne 1000 points de vie. Voilà, c'est gratuit. Il passe donc à 3500 points de vie. C'est très bizarre comme carte, mais pourquoi pas. Et je vais invoquer un monstre. Ça y est, je suis déjà en train de faire des stratégies. Tu te rappelles? Alors, en fait, en termes de petite anecdote, sur ce booster, ça y est, tu vois, c'est le fil rouge. Le booster dont je vous avais parlé, j'avais acheté pour la première fois de ma vie des cartes Yu-Gi-Oh! À travers un magazine. Eh bien, il y a une de ces cartes qui m'avait marqué et que je regardais genre le soir dans mon lit en mode genre j'étais obsédé par cette carte, c'était trop chelou. Je t'en ai parlé avant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le jour où on fait la radio, sur ma main de départ, j'invoque cette carte. Ah oui. Qui est Willy Phantom, j'ai oublié le nom en français, et qui a 1400 d'attaque. Donc j'ai moins de points d'attaque que toi. C'est bizarre quand même. C'est ta carte préférée, donc ça va te mettre en confiance pour le reste de la partie. Oui, tu sais, c'est les protagonistes, ils sont obligés de faire ça, même si ça fait aucun sens stratégiquement, tu sais, ils sont tout le temps obligés de faire ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je passe en battle phase, donc je vais pouvoir attaquer ton monstre. Et là, les gens se disent, mais attends, mais il a moins de points d'attaque. Et oui, c'est ça. Et quand il y a moins de points d'attaque, non seulement je me prends des dégâts, mais en plus, mon monstre est détruit. Et là, je ne comprends plus rien. Et donc, je n'ai pas fini mon tour, puisque comme mon monstre a été détruit, j'active les dernières volontés. Si un monstre de mon côté de terrain a été envoyé au cimetière ce tour, je peux invoquer spécialement un monstre avec une attaque de 1500 ou moins depuis mon deck. Et donc là, j'ai le choix d'avoir tous les monstres de mon deck qui ont 1500 d'attaque ou moins. C'est un bon dueliste. Et oui. Et là, je suis en train de me tâter parce que il y a différentes stratégies, hein, mais je vais pas mettre trop longtemps puisqu'on n'a pas tout notre temps non plus. Ça ne me fait pas peur, joue ta carte faible. Tu vas voir si elle est faible, ma carte. Attends, c'est en position... Attends. Le mec est obligé de relire les trucs. J'hésite, mais j'ai envie de jouer le beau jeu. Et j'invoque le mur des illusions en position de défense. C'est un monstre qui a 1850 de défense, donc tu ne pourras pas passer ma défense pour l'instant. Et en plus, si cette carte est attaquée par un monstre, eh bien, il est retourné dans la main de l'adversaire. Et avec ça, je finis mon tour. Grâce à mon Willy Phantom, j'ai pu vaincre les premières stratégies de mon adversaire. Bien, c'est à moi de jouer. Je ne peux effectivement pas atteindre ces points de vie. Je pose une carte face cachée. Et j'invoque le marionnettiste mystérieux. Oula. Et oui, c'est un monstre qui a 1000 points d'attaque et 1500 points de défense, mais surtout qui me permet de gagner 500 points de vie à chaque fois que quelqu'un invoque un monstre normalement. Ou en le retournant depuis une carte face cachée. Tu as peur pour tes points de vie. Je n'ai pas peur, qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ai une autre carte à jouer. Quoi? Ça fera 3 cartes ce tour. Mais je lis d'abord la définition. Que peut-il bien mijoter? Ah. Mais oui. Mijoter. Putain, mais c'est parfait. Je joue la carte revigoration ou plus revigoration qui me permet d'augmenter jusqu'à 2100 l'attaque de mon taureau de bataille. Quoi? Mais c'est pas possible! Je vais donc pouvoir t'attaquer. Non! Et passer au-dessus de la défense de ton vulgaire mur des illusions. Et oui, mais ton monstre est renvoyé à ta main. C'est pas grave, je pourrais le ramener au prochain tour. Haha, t'as oublié d'attaquer avec ton autre monstre. Alors, let's go. Je pose une carte face cachée et j'invoque
juste parce que c'est trop stylé, c'est Yugi qui l'utilise tout le temps. Le guerrier celte. Ah, le fameux. Position d'attaque. Ce qui me permet de gagner 500 points de vie puisque tu viens d'activer d'incarner. Oui, mais tu vas en perdre tout de suite puisque j'invoque ton piètre marionnettiste. Et je le détruis. Ça ne suffira pas à descendre mes points de vie à 0. Eh bien, je finis mon tour. C'est à moi de jouer, je crois. Non! J'active la carte face cachée! Waboku! Ce tour, mes monstres ne peuvent pas être détruits et je ne prendrai pas de dommages. C'est dommage. vraiment un bon duelliste. Un bon duel? J'invoque le dragon Kumori, Mais le mec qui a 1500 points d'attaque et 1200 points de défense. Ça y est, je suis déjà en train de rager, t'as vu? Tu es déjà en train de rager. Bien, c'est à toi de jouer, tu as 3200 points de vie. J'ai l'impression qu'il y a un deck qui est supérieur à l'autre, quoi. Mais non, Ouais, ce jeu n'est pas truqué, Yugi. c'est ça. Eh bien, puisque je ne peux rien faire d'autre, je change la position de mon monstre en position de défense. Comme ça, le guerrier celte défendra mes points de vie. Et en plus de ça, je vais mettre un autre monstre en position de défense. Et je finis mon tour. Je suis mal en point. J'invoque de nouveau mon taureau de bataille qui était dans ma main. Et je vais t'attaquer avec mon dragon Komori directement sur ton chevalier celte. Non, guerrier celte! Trop d'exagération. Mais vas-tu attaquer mon monstre en position de défense? Il a effectivement un monstre caché dont je ne connais ni les points de vie, ni les points de défense, ni les points d'attaque, ni les points de défense. Ni les points de points. Ni les points de défense, de vie, de défense. J'attaque ton monstre face cachée. Ah, c'était du bluff! Je n'ai plus rien pour me défendre, non! C'est à toi de jouer. Peut-être, il me reste qu'un seul tour. Et je joue rien du tout, je n'ai plus rien, Yugi. Non, Kaiba! Finis-moi, Kaiba! Très bien. Alors j'invoque le Kaiser rude. Ah non, parce que c'est un monstre 5 étoiles, donc il faut que je sacrifie quelqu'un. Mais ça vaut pas le coup. Je sacrifie vite, mon dragon Kaiba. Kumori. Mais le mec a des gros monstres de ouf, là, comme ça, là. Et oui, Normal, c'est un monstre à 1800 d'attaque et 1600 de défense. C'est l'argent de la Kaiba Corp qui t'a payé toutes ces cartes. Exactement, Yugi. Et je passe en mode attaque. Yugi! N'oublie pas que tu as en face de toi le champion du jeu de cartes Duel Monster. Le mec est... Non! Et j'ai je gagne perdu. la partie. Ah, c'est moi qui l'ai défié en duel! Quelle honte! Quelle honte! Est-ce que tu vas me raqueter comme dans Pokémon quand on a perdu, tu sais? Ah oui, bah, Le t'as mec, combien sur toi? Attends. Tu prends le sans contact. Je prends tout, moi. Et ben voilà, c'était un petit duel en live comme ça, avec audio commentaire pour vos oreilles. Voilà, c'est un petit émulateur qui est vraiment cool. Il est très beau et en plus il est très, très facile d'utilisation. Donc je vous le conseille, hein, c'est Yu-Gi-Oh! Omega. Moriyosho. Bon, on a quelques petites news de fin. Pour finir ce Let's soir, ouais, quelques news. Voilà, on sort de l'univers de Yu-Gi-Oh! Et de jeux de cartes, puisque cette fois, on a quand même un manga de cœur à Caire. Un manga de cœur à surveiller, évidemment. Je te laisse. Ouais. Bah alors, ouais, on a quand même eu enfin deux nouveaux teasers de Stone Ocean qui sont sortis sur la chaîne de Warner Bros. Japan animé à l'occasion du Netflix Festival Japan, dont je n'étais pas au courant. Voilà. Personne n'était au courant de ce truc apparemment. Mais à l'occasion, donc il y a eu ils ont parlé de plusieurs animés
parce que Netflix est en train de se rendre compte un petit peu le marché qu'il y a autour de tout ça. Et donc, il y a eu une performance de Yugo Kanno, qui est le compositeur des différentes parties de JoJo's Bizarre Adventure, où il a fait un petit remix des thèmes des protagonistes. Là, c'était trop stylé. Et puis après, ils ont sorti un autre petit teaser, et puis ensuite sur YouTube, ils ont sorti, je crois, 5 teasers, un truc comme ça. Assez ouf. Avec qui se focus en fait sur un personnage différent à chaque fois. Rip Anasui, parce qu'on a 0 teaser sur lui. Non, effectivement. Mais voilà, donc on a vu un petit peu plus d'animation, on a entendu quelques variations du thème qu'on connaissait déjà, donc j'imagine que notamment le thème de Hermès serait une variation du thème de Jolene. Alors on pense que c'est le thème de Jolene qu'on a entendu depuis le début, mais ça se trouve c'est le thème de Stone Ocean en fait en général. En tout cas c'est une variation pour le thème d'Hermès. Voilà, on a eu différentes news comme ça. Et puis il y a une annonce, il y a une date de sortie. Ouais, tout à fait. Une date de sortie au 1er décembre 2021 sur Netflix. Et donc apparemment, c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter partout autour du monde. Voilà, le 1er décembre en simultané sur Netflix. C'est ce qui est particulier et ce qui nous a un peu étonné. C'est le fait qu'ils sortent 12 épisodes d'un coup comme ça, le 1er décembre. C'est-à-dire les 12 épisodes seront disponibles d'un coup. Et ensuite, il y aura la sortie télé au cours du début de l'année 2022. Donc c'est un peu particulier comme façon de sortir les épisodes. Ouais, en fait, ils vont découper la série par saison, quoi, de 12 épisodes à chaque fois, je pense. Mais le truc, c'est qu'il y aura une grande attente, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de rush, de binge des épisodes, de 12 épisodes, et puis après, une longue attente de plusieurs mois pour avoir la suite. Donc bon, c'est particulier, on verra comment ça se passe au niveau de la réception, un petit peu de tout ça. Et puis petit détail quand même, c'est que on aura la chance d'avoir une VF Day One, qui n'a été teasée sur aucun réseau. Ouais, on n'a pas le casting, même pas. Ouais, pas de casting ni rien, mais on a réussi en fait à le trouver au pif sur Netflix en fait directement. En écoutant la bande-annonce, on a vu qu'il y avait la langue française qui était disponible. Oui, c'est donc, ça. Il n'y a pas les titres, il n'y a pas les noms. Il n'y a vraiment pas d'infos sur le casting en soi, quoi. Il y a juste un teaser en VF, quoi. C'est étonnant. Et du coup, notamment, Jotaro, c'est pas le même comédien, on s'en est aperçu, que la VF qui avait été faite pour Golden Wind, parce qu'on entendait Jotaro dedans. Oui. Alors bon, heureusement qu'ils n'avaient pas encore fait Stardust en VF, parce que sinon, là, il y aurait une grosse dissonance. Mais bon, voilà, il va y avoir un changement, parce que c'est Kazé qui avait produit le doublage, là, on vous en avait parlé sur l'émission spéciale doublage de Joe. Et puis on avait eu Adrien Armand aussi qui était lui sur la production plutôt Netflix avec le spin-off de Rohan. Ouais. Et donc là c'est Netflix qui va continuer à faire ses propres trucs avec ses propres comédiens qu'ils auront choisis. Donc à voir où ça va mener tout ça. Mais c'est bien particulier du coup. Bah ouais, en tout cas bon, on a hâte de voir ça, mais c'est vrai que c'est un peu étrange, cette sortie des 12 épisodes, ça reste un peu... ça laisse pantois. Ouais, ils voulaient peut-être essayer quelque chose de nouveau. Et en tout cas, on avait quand même une dernière petite news que vous aurez peut-être vu si vous êtes un fan de One Piece. C'est l'annonce, la révélation du casting, du live action, encore du Netflix, Et voilà, révélation en vidéo des acteurs qui interprètent les différents membres de l'équipage de Luffy. Voilà. Ouais, alors t'en penses quoi du coup ? Donc du coup, ils ont respecté ce qui était de l'ordre des ethnies, si jamais, parce que Oda l'avait révélé ça. À quel pays appartiendrait tel ou tel Mugiwara s'il était dans
dans le monde réel, quoi. Et du coup, ils se sont amusés à se caler là-dessus. Et après, moi j'ai surtout envie de dire, attendons de voir ce que ça donne dans la série en soi, parce que bon, là ils ont fait une petite présentation vidéo, mais c'est désancré de la fiction en soi. Ouais, c'est... on sait pas quoi en penser pour l'instant de ce live action. Mais il y a énormément de budget autour de cette série. En même temps, quand on voit les effets dont ils auront besoin, c'est un peu logique. Ouais, bah, donc voilà, mais budget veut pas forcément dire qualité. Donc on verra un peu le ton qu'ils ont choisi d'utiliser pour cette série. C'est très difficile. One Piece, c'est l'une des séries les plus dures à adapter en live. Bah ouais, c'est ce genre de toute façon ce genre de manga vachement fantasy quand même finalement de certaine manière, avec beaucoup de choses qui n'existent pas. Forcément, c'est tous les pouvoirs des personnages et tout ça. Ça, forcément, on a une petite réserve, même si on attend quand même de voir. C'est quand même intéressant qu'il y ait One Piece d'adapter en film pour le coup, en live. Mais forcément, un peu de réserve quand même, parce que l'histoire des live action n'est pas toujours glorieuse, quoi. En effet. Et voilà, c'était tout ce qu'on avait, comme on avait très peu de news, mais voilà, c'était surtout Stone Ocean, parce que ça va arriver très bientôt quand même, le 1er décembre. Puis on aimerait peut-être faire quelque chose autour de cet animé qui va arriver, parce que voilà, rien que pour donner nos ressentis un petit peu aussi, quand ça sortira. Exactement, et en tout cas pour notre part, on va se quitter maintenant. Et on va... Ouais, c'est triste déjà, mais on va vous retrouver. On vous retrouvera dans 2 semaines pour notre prochaine émission, et donc le 30 novembre. Et voilà, d'ici là, écoute, Jérôme, porte-toi bien, comme disent les gens. Les gens à la télé, portez-vous bien. Portez-vous bien. Faites attention, couvrez-vous, parce qu'il commence à faire froid. Voilà, c'était mon super conseil de la soirée. En tout cas, tu es un très bon duelliste. Ta gueule. Allez, salut. Salut. Elle finit toujours par arriver. L'heure de la fin. Où se perdent les âmes des auditeurs après l'émission? Quels esprits hantent le Moriocho? Nous devons intervenir. Bleach, mardi 30 novembre.